Nouvelle vidéo, on attaque l'Open de Rochefort que j'ai joué très récemment. Entre l'Open de Portich et l'Open de Rochefort, il y a eu des tournois. Je reviendrai sur les parties prochainement, mais j'avais envie d'actualiser un petit peu les choses. Donc là, on va être sur la première ronde de l'Open de Rochefort que je refais, puisque l'an passé, je l'avais déjà joué et vous vous en souvenez sans doute, j'avais perdu contre Thomas Moret d'Sky Blues sur YouTube dès la première ronde. Et ensuite, j'étais revenu petit à petit dans le tournoi, mais je n'avais quand même pas très bien fini. Cette année, le tournoi est beaucoup plus faible que d'habitude, puisqu'il y a 1 800 € à la gagne. C'est donc un Open qui devrait être fort. Et avec 2395 Elo, je suis tête de série numéro 4, ce qui est rarissime pour un Open qui présente ce genre de prix, sachant qu'en plus, les prix des premières places sont élevés. Donc normalement, ça attire beaucoup de joueurs titrés, beaucoup de joueurs professionnels. Et bien là, le tournoi était beaucoup plus ouvert que d'habitude, avec quand même une tête de série numéro 1 sur le papier bien plus forte que les autres, puisqu'il y a Sergei Fedorchuk, un de mes anciens partenaires de l'équipe de Mess Fischer, qui affiche un Elo à plus de 25,50 et qui a déjà été plus de 2650 Elo. Hormis cela, il y a quelques maîtres internationaux français. Et ben, ça va être donc ouvert. Il faut assurer dès le départ. Je suis opposé à Monsieur Leblic, un joueur à plus de 2000 Elo, tout juste plus de 2000 Elo, mais dans la base de données, il a déjà accroché des grands maîtres et même battu un de mes amis grands maîtres. Donc, je suis prévenu, il va falloir faire une partie très sérieuse dès la première ronde. Pour finir, je rentre d'un stage à la montagne. Je rentre de mon stage à la montagne. J'ai donc une journée marathon puisque je me lève à 4h30 du matin. À 5h du matin, je pars. Et il faut que je rallie Rochefort en partant de Savoie à 5h du mat. Il faut espérer ne pas avoir de bouchon pour pouvoir jouer la première ronde à 16h. Et ben on va, après toutes ces belles histoires, attaquer la partie. On envoie. Ouf de soulagement, je suis arrivé à temps à l'Open de Rochefort, exactement à 14h30. J'ai pris les clés de mon appart. J'ai checké rapidement puisque l'appareillement est sorti. J'ai quand même fait l'effort de regarder ce que jouait mon adversaire. Il était censé jouer D4. J'avais envie d'enflammer la partie. J'avais prévu de jouer un Gorbibenko. Et j'ai regretté d'avoir checké mon petit quart d'heure alors que je m'étais tapé toute la route de Savoie pour jouer. Et mon adversaire, il me joue E4. On est première ronde d'un Open. Il faut gagner clairement avec les noirs. Il faut prendre des risques mesurés. Je joue ma sienne habituelle. Pas de souci là-dessus. Et la position que je vous montrais initialement, c'est une sienne dragon. Une des siennes les plus agressives aux échecs. Donc elle s'obtient par le coup D6. Pendant longtemps, j'ai beaucoup joué E6. Je joue aussi cavalier C6. Bref, j'aime bien varier maintenant les siciliennes pour la bonne et simple raison que je n'ai pas envie de donner l'info à l'avance à mon adversaire, puisque on sait que le niveau de préparation de tous les joueurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, augmente. Dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant d'être imprévisible. Le risque, quand vous êtes imprévisible, c'est aussi de moins bien connaître que si vous jouez tout le temps la même chose. Donc c'est bien d'être souple dans les ouvertures, mais c'est pas facile d'être aussi précis que quand vous jouez une ouverture unique. Mon conseil pour les joueurs amateurs et même les joueurs pros, c'est d'avoir 2 ou 3 possibilités. Je dirais 2 pour les joueurs amateurs, 3 pour les joueurs pros, pour écœurer un petit peu le travail de préparation de l'adversaire qui ne pourra pas être aussi précis que s'il y a une seule chose à travailler. Donc D6, mon adversaire décide de lancer la sienne ouverte avec l'échange au centre, ce qui est l'idée de la sienne, échanger le pion de l'aile contre le pion du centre. En contrepartie, les blancs qui avaient le trait au départ ont aussi un super développement pour le moment. On joue cavalier F6 ici pour forcer plus ou moins le coup cavalier C3 qui est en tout cas logique dans cette position et qui évite de se prendre ce qu'on appelle l'étau de Maroczy qui met en place un très bon centre pour les blancs et qui asphyxie sur le long terme les noirs.
Il existe fou D3 ici aussi, mais c'est moins joué à cause du très bon cavalier C6 qui va nous permettre d'attaquer directement le cavalier D4 qui en règle générale est protégé par la dame. Donc le coup cavalier C6 est normalement neutre, alors que sur fou D3 on joue cavalier C6 et souvent même les blancs prennent et renforcent le centre noir. C'est la raison pour laquelle cavalier C3 est joué quasiment systématiquement. G6, c'est le fameux coup de la Sienne Dragon. On vise un fianchetto, ça c'est facile à comprendre, mais c'est vrai que sur les configurations classiques des blancs d'attaque du fianchetto, les blancs pourraient mettre en place un grand roc. Les noirs, s'ils se développent vite du côté du petit roc, c'est pour le faire. D'autant plus que dans la sienne, le grand roc est beaucoup plus marginal, même si ça existe dans certaines variantes, parce que la colonne C est semi-ouverte de votre côté, donc votre roi est plus fragile. Donc on va faire le petit roc. Donc fou E3, c'est le grand classique, et on se dirige tout doucettement, et c'est la raison pour laquelle c'est une ouverture compliquée. On se dirige tout doucement, comme je le disais, vers les rocs opposés. Je vais faire le petit roc et mon adversaire le grand roc. Alors là, il y a une petite astuce, une nouvelle variante, une variante moderne, voilà, qui n'existait pas il y a quelques années. Donc j'ai joué cavalier C6 alors que bon, ça semble plus logique de jouer fou G7. Bon, ça c'est très clair, mais on pourrait se dire que c'est juste une inversion de coup. Et ça peut l'être. C'est-à-dire que sur le F3 conventionnel de la part de mon adversaire, c'est la configuration la plus normale des blancs. Sur le F3, fou G7, et on aurait les variantes dame D2, grand roc, pourquoi pas fou C4, fou B3, ça existe aussi. Et on peut balancer les attaques classiques avec les blancs. Bref, je n'ai pas joué cela du tout. J'ai joué la variante moderne popularisée par le grand maître hongrois Richard Rapport, avec ce coup H5 que j'aime beaucoup, qui vise une dragon un petit peu plus positionnelle. Alors, dans un premier temps, l'idée est très simple. C'est juste que l'on empêche l'attaque éclair des blancs, souvent amenée par le premier coup G4, voire H4. Mais déjà, j'interdis pour le moment l'attaque éclair à l'aile roi avec G4. C'est très clair. Par ailleurs, sur le coup dame D2, et ici la théorie maintenant s'accorde sur le fait que fou C4 est sans doute un peu plus précis. Mais dame D2, c'est vraiment le coup que l'on a envie de jouer avec les blancs parce que c'est le grand classique et on fait grand roc. D'autant plus qu'il y a des variantes avec fou C4 et sans fou C4. Donc les joueurs au préalable peuvent jouer ici dame D2 pour choisir ensuite de mettre leur fou en C4. Ça paraît logique. Et là, le concept d'ouverture arrive. On prend D4. Et sur le coup conventionnel fou prend D4, on joue fou H6. On interdit alors le grand roc si la dame bouge. Et le coup le plus normal, c'est fou E3. Fou E3, fou prend E3, dame prend E3. On échange des pièces et on va se diriger tranquillement vers une partie assez beaucoup plus lente où on va voir dans ce genre de position le coup, par exemple, dame A5 ou fou E6 arrivé. Fou E6, c'est du grand classique. Et sur fou B5 échec, on est même capable de jouer roi F8 avec le roi qui va se planquer là. La position est beaucoup plus bizarre, mais maintenant, si on arrive dans les rocs opposés, il sera beaucoup plus difficile pour les deux camps d'attaquer. Attention de ne pas oublier, sur un coup comme grand roc, il y a un vis-à-vis avec le E5 qui menace, et notre roi en plein milieu de l'échiquier risquerait de souffrir. Donc on joue dame A5, on a des idées de tour C8, le roi se planque en G7. C'est le concept de l'ouverture, c'est un concept ultra moderne. Parce que vous vous rendez bien compte que jouer cette histoire de roi F8, etc., ce n'est pas les échecs habituels. Donc Richard Rapport a popularisé une idée originale qui est amenée finalement par les ordinateurs. Mon adversaire m'a pas du tout joué ça. Sur cavalier prend D4, il a joué le coup marginal dame prend D4. À première vue, ce coup est un petit peu bizarre parce que la dame se retrouve en face. Je ne vais pas jouer fou H6 ici, il y aurait fou prend et ma tour se retrouve en H6, c'est n'importe quoi. Je joue fou G7 et sa dame est en face de mon fou G7. En même temps, je n'ai pas d'énorme découverte pour le moment puisque le fou est en prise. Et là, mon adversaire, le coup conventionnel, c'est grand roc, sur lequel on peut jouer petit roc et on menace cette fois-ci de faire des découvertes, par exemple avec KG4. Ben là, il m'a joué un autre coup et ça m'a un petit peu embêté. Il m'a joué fou C4. Fou C4, bon, au départ, c'est pas trop grave, mais c'est vrai que je me rappelais que dans pas mal de variantes,
on jouait avec le fou en E6, et ben là, ça va être beaucoup plus compliqué de le jouer. On peut aussi jouer dans ces variantes avec fou D7 et B5 rapide. Tout dépend de ce que joue l'adversaire avec les blancs. Et là, il m'a gêné encore une fois. Il m'a joué dame D2. Donc mon adversaire me gêne. Heureusement que j'avais déjà joué ce type de position sur Internet. Mon adversaire me gêne parce qu'il ne dit pas de quel côté il va roquer. Il choisit la technique du roi souple. Tant que le centre n'est pas complètement ouvert, tant qu'on ne se fait pas avoir au centre, bah, c'est pas bête, dans pas mal de situations, de rester au milieu pour ne pas donner l'adresse de son roi. Ici, mon adversaire peut encore me proposer deux parties complètement distinctes, avec d'un côté le grand roc qui amènerait les rocs opposés, une partie complexe, ou alors le modeste petit roc. Ici, dans cette position, on peut très bien jouer A6 pour B5, ou même fou D7, et en cas de grand roc, jouer pour B5. Les deux sont très intéressants. Pour ma part, j'ai choisi dame A5 que j'avais déjà joué sur Internet, et mon adversaire s'est décidé pour le grand roc. Et il me dit, bon, je peux quand même espérer t'attaquer dans ce genre de position. Et tu as un petit peu de mal avec ton développement. Globalement, il pourrait faire roi B1, fou D4, et après essayer de jouer pour G4 à terme. Et là, je connaissais le concept, heureusement, j'ai envie de dire, et ça m'a quand même un petit peu gêné. Je savais que dans cette position, parce que ça m'avait choqué quand j'avais débriefé un de mes propres blitz, l'ordinateur conseille fou E6. Ça, c'est le coup dont j'étais au courant. Maintenant, en pratique, je ne connaissais pas bien la position. Je savais juste que c'était sans doute le coup. J'ai quand même vérifié. Là, je me suis dit, c'est pas terrible ce fou E6. Parce que mon adversaire, s'il le souhaite, il peut très bien aseptiser le débat et jouer cavalier D5. Il m'attaque le cavalier F6. Donc, si je joue un coup comme dame D8, il peut faire cavalier prend F6 et bon, il échange les pièces. Le coup normal, c'est dame prend D2 parce que je n'ai pas envie de reculer ma dame. Et sur tour prend D2, il menace mon pion E7. Donc je vais être obligé de sans doute prendre en D5. Fou prend. Fou prend encore. Tour prend. Et là, on va avoir une partie où certes, il y a une finale qui est encore à jouer. Mais il y a de fortes chances de nul sur un jeu parfait des deux joueurs. Alors vous me direz, normalement, j'ai les points Elo qui me permettent de gagner cette position. Pas que. Il faudra que mon adversaire soit sympa avec moi. Parce que l'on risque de tout doucement glisser vers un match nul s'il joue les bons coups. Donc j'ai joué fou E6 parce que je savais que c'était le coup, mais en même temps je commençais à voir que évidemment, en théorie, on cherche à égaliser avec les noirs dans le début d'ouverture pour ensuite faire la différence si on joue mieux que l'adversaire. Maintenant, contre un joueur plus faible, normalement, on essaie de limiter les échanges de pièces. Je savais que mon adversaire était dangereux, qu'il était capable de très bien jouer. Ça m'inquiétait un petit peu. Dans cette position, ça m'a rassuré. Il a déséquilibré la position par fou prend, pion prend. Et c'est très bizarre d'avoir cette structure-là. On peut imaginer même des cavaliers E2, cavalier F4. Et je savais que l'ordi n'était jamais dérangé, parce que ça m'avait choqué cette structure-là à l'époque, que je jouais roi F7 pour tenir les pions E6 et G6. Voilà tout simplement l'explication sur cette position. Mon adversaire me joue roi B1. Et là, je suis à nouveau embêté. J'ai évidemment envie de jouer tour à C8 parce que c'est l'urgence de ma position d'améliorer mes pièces. Maintenant, je vois le danger. Je joue quand même tour à C8. Et là, je me dis, punaise, il peut encore jouer cavalier D5. Il se base sur la découverte, si vous voulez, dame-dame. Il a enlevé son roi de C1. Donc, quand je prends sa dame, il n'y a plus échec. Donc, s'il m'avait joué ça, j'aurais été obligé de prendre en D2. Et il avait le coup intermédiaire cavalier prend F6 échec. Fou prend F6 et tour prend D2. Là encore, même si je trouve un peu plus agréable de jouer avec les noirs, parce que mon roi peut plus vite aller au centre, et je peux aussi, pourquoi pas, jouer A6, B5, tour C4, tour C8, peut-être améliorer mes pièces, pousser mes pions. J'ai des perspectives, mais ça me semble un peu léger, et il y a encore de fortes chances de nul. Alors que j'avais décidé de jouer la sienne dragon, au final, on voit que dans certaines variantes, même si le choix de mon adversaire, dame prend D4, n'est pas hyper réputé, avec les blancs, on a le droit de tout faire et globalement, on n'est jamais moins bien. Sauf si vraiment on fait n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit d'être assez large dans le choix de ses coups. Tant qu'on reste cohérent, normalement, on ne va pas être moins bien dans l'ouverture. Et c'est ce qui se passe. Bon, j'aurais dû jouer à 6 B5 là, dans ce type de position. Bon, ça m'aurait pas trop plu. Mon adversaire aussi peut jouer ce type de coup, cavalier E2 pour échanger les dames et avoir la perspective cavalier F4. Mais il a joué H4. H4 pour me fixer dans cette position.
Là, je vais un peu manquer de lucidité à ce moment. Peut-être une des seules imprécisions, à vrai dire, de cette partie avec les noirs. J'ai joué le très logique tour C4 avec l'idée de doubler en C8, mais c'est un petit peu naïf. J'aurais sans doute dû me préparer, parce que mon adversaire, il a ses idées vraisemblablement de cavalier D5 et cavalier E2, mais il a préféré fixer la structure, fixer les faiblesses pour plus tard dans la finale. C'est la raison pour laquelle je regrette ici de ne pas avoir joué cavalier D7. Je pense que ça aurait été vraiment un meilleur coup. Il aurait sans doute joué cavalier E2. Et là, bon, pas trop le choix, hein. Je ne vais pas le laisser commencer à venir m'attaquer. Je vais échanger les dames. Et là, tout simplement A6. A6, on va comparer cette position. J'ai joué B5, je vais améliorer mes pièces, etc. La position est sur cavalier F4, j'ai roi F7. La position est intéressante encore à jouer, parce que ce cavalier-là, en D7, il peut avoir de l'avenir, il peut se glisser un petit peu dans le camp ennemi. Je joue tour C4, et c'est pas très malin de ma part. Là, mon adversaire joue le meilleur coup, cavalier E2 qu'on attendait. Dame prend D2, tour prend D2. Et je joue A6, qui est normal parce que mon pion A7 est en l'air, que j'ai envie de faire B5. Et j'ai tout de suite regretté mon choix parce que je me suis dit, bon, c'est pas gravissime, la position elle est à peu près égale. Mais maintenant, mon adversaire peut me glisser B3, bien joué de sa part, tour C8, parce que je vois directement, j'aurais pu mettre la tour en C7 en disant je vais doubler sur la colonne C, mais je vois directement qu'il va faire C4 et consolider et retrouver l'étau de Maroczy. Donc là, c'est un petit peu regrettable ce que j'ai fait. Ce tour C4 est maladroit, c'est une imprécision, puisque j'ai favorisé le fait que le pion C4 devienne dur, le fait qu'il m'asphyxie un petit peu, puisque là, je suis plutôt sur 3 rangées. Heureusement que l'expérience va parler dans cette position. J'ai fait cavalier D7, c'est une position un peu rampante, mais je connais une petite technique que je vais vous énoncer dans cette position, tout simplement. Donc, tour C2, joué. Mon adversaire ne sait pas trop comment faire. Roi F7, moi, je vais juste essayer d'améliorer. Tour D1, pourquoi pas. Là, je continue fou F6. Et c'est peut-être le tournant, d'ailleurs, ce tour D1, fou F6. Parce que mon adversaire, ici, pour moi, il doit presque jouer tour H1. Et j'ai un de mes collègues proches de 2100 qui me disait « Mais Kevin, qu'est-ce que tu aurais fait s'il n'avait rien joué? Donc tour H1 ». Bah, c'est une bonne question. J'ai l'impression que ce n'est pas évident de passer dans cette situation. Fou F6, c'est une petite technique que je vous conseille. Là, je vais essayer de faire évoluer la structure de pion. Et ça a marché puisque mon adversaire a fait G3. G3, ça fait que ce pion est faible en F3. Donc, je joue fou G7. C'est la même technique. Je vais bouger mon roi vraisemblablement en 8, comme ça je laisse au centre, pour faire évoluer la structure. Vous allez me dire, ouais, c'est pas très efficace ton truc, il avance tous ses pions et tu te retrouves encore plus coincé. C'est pas sûr. En finale, quand les pions avancent, bah déjà ça enferme un peu le fou et ça crée des faiblesses, des cases, des pions faibles. Et là, j'avais envie de jouer cavalier F6, mais je trouvais compliqué E5 avec les rentrées de tour. Donc j'ai moi-même joué E5 dans cette situation. Et franchement, bah, ce pion-là commence à devenir faible dans cette situation. Sur cavalier C3, je me suis empressé de prendre en F4 et ça y est, le pion E4 commence à devenir très faible. S'il prend du fou, il est carrément isolé. Et s'il prend du pion, c'est ce qu'on appelle des pions faibles. Hein, c'est des pions pendants, même si les deux ne sont pas sur colonne semi-ouverte. Celui-là est déjà faible. Pion isolé aussi. Et évidemment, la petite technique, voyant que le fou E3 est moche, je joue fou prend, tour prend avec l'idée cavalier F6. Pourquoi ? J'essaie de fixer la structure pour que le cavalier s'exprime contre un fou qui va être un petit peu coincé. E5 joué par mon adversaire, cavalier E4, mon cavalier prend vie avec cette petite technique. Donc j'ai fait avancer tous les pions de mon adversaire, mais ces pions sont de plus en plus faibles, et mes pièces en plus, les pièces que je choisis de garder, puisque j'ai donné un fou, ce qui est étonnant contre un cavalier en finale, parce que mon cavalier devient très fort, et son fou n'est pas terrible. J'ai mis mon cavalier en plein milieu de l'échiquier, et en plus, j'ai une super case pour mon roi. Et maintenant, cette finale est très favorable pour moi. J'ai plus qu'à finir proprement les choses. Je le fais jouer fou C1 dans cette situation. J'avais des idées de tour F3 pour rentrer mes pièces. Donc, c'est assez logique qu'il l'anticipe. Tour F3, je menace discrètement la petite fourchette, mais surtout, j'améliore ma tour. C'est à la fois un bon coup stratégique et une petite menace. Tour E1 joué. Et maintenant, petite astuce, puisqu'il pouvait aussi jouer tour G1 dans cette position.
auquel cas je pouvais jouer tour G8 assez tranquillement, c'est pas grave, ou roi F5. Il n'y avait pas de problème dans cette situation. Il me joue tour E1, et là, le jackpot, l'excellent cavalier F2. Depuis mon imprécision, je suis content parce que je fais le travail. C'est juste un travail d'amélioration de pièces. Là encore, mon cavalier, je le mets en F2. C'est bizarre hein, de le mettre en F2. C'est pour revenir sur la case G4. Dans ces conditions, mon pion sera durci parce qu'il ne pourra plus mettre de pièces en G véritablement pour me faire mal. Plus de tours en G. Et je vais travailler sur ce pion-là. Donc ça devient top. Je n'ai pas peur de tour F1 parce qu'évidemment, je peux jouer tour F8 pour consolider mon cavalier. Tour G1 joué, cavalier G4. Et là, je suis tranquille. Maintenant, je vais pouvoir travailler la position. Mon adversaire en soumission totale. Le Zeinot commence à arriver. J'avais été un petit peu lent dans le début. Là, je vais être imprécis. Je vais jouer tour D8, mais c'est une imprécision qui ne coûte pas cher. Puisque, comment dirais-je, mon adversaire est pied et poing liés. Il ne peut plus bouger. Donc là, je vais pouvoir commencer à le travailler. Et évidemment, sur roi C2, je me suis aperçu que je ne peux pas rentrer véritablement dans son camp. Donc, ce serait plus efficace de rentrer par là, tout simplement. La porte d'entrée est plus facilement ouverte de ce côté-là, sur la deuxième rangée. Donc, évidemment, on peut considérer que j'ai perdu un tempo. Mais ce n'est pas très significatif dans cette position. Fou G5 joué, tour F2, je commence les échanges de pièces. J'aimerais bien arriver dans la finale cavalier contre fou avec le pion de plus, ici. Bon, bah là, je ne me fais pas prier. Un peu bizarre ici, j'ai joué tour prend E2. Là encore, petite impression de ma part, c'est plus logique de jouer tour prend G2 et tour F2. J'ai fait l'inverse. J'ai pris pour faire tour F2, mais maintenant, il peut ramener son roi et son roi est légèrement mieux que dans l'autre situation. Ce n'est pas très grave, ce n'est pas encore très impactant, mais je pourrais faire un petit peu attention à ça. Cavalier prend à E5. Et là, je suis complètement gagnant. Gros pion de plus en finale de pièces mineures. C'est quasiment tout le temps gagnant, sauf s'il y a un problème. Mais il faut encore la gagner. Donc là, il y a un petit film. Roi E3, cavalier F7. Ça sera encore mieux la finale de pion. Fou F4 et roi F5 pour commencer éventuellement à venir chatouiller ce pion-là. Fou G3, je joue encore roi G4. Fou F2. Et là, j'ai préféré jouer cavalier D6. J'avais l'idée G5 aussi qui était intéressante. J'hésitais entre les deux. Cavalier D6 me paraissait plus confort. Là, mon adversaire va tenter le tout pour le tout parce qu'il voit qu'il va tout perdre. Et en fait, c'est quand même pénible à gagner. À chaque fois, j'étais obligé de regarder. J'ai quand même fait attention. Cavalier F5, échec. Roi C5. Cavalier prend H4. Bon, il n'a pas de pion passé, mon adversaire. Et moi, j'en ai 3. Mais il a son roi très bien placé dans l'idée de créer ce pion passé là. Ok, je fais le travail. Retour du cavalier pour se sacrifier si besoin. Et on envoie le pion. Ok, donc ça semble complètement gagnant. Et bien regardez, il y a encore du travail. Fou prend H4. Le meilleur coup, c'est roi prend H4 pour laisser ce cavalier dompter le pion C. Et on va gagner avec ce pion-là. Ou l'autre en E5 aussi. Et il a fait roi prend A6 avec l'idée de promouvoir ce pion-là. Encore du travail. Bon, là, j'ai été sérieux, rigoureux jusqu'au bout. J'ai balancé le pion E. Ça me permet de pouvoir revenir en E7 si besoin. J'ai ouvert les deux cases. C'est pour cette raison. B4. Et il y a une course de pion qui s'effectue. Et il fallait calculer jusqu'au bout. Parce qu'on a l'impression qu'on est très en avance. Et en fait, c'est un peu galère à gagner. D'ailleurs, le coup le plus précis ici, c'était cavalier E7, suivi de cavalier C6. J'ai pas joué ça. J'ai joué cavalier D6 que j'avais prévu initialement. J'avais calculé C5, E2, C prend D6, E1 dame. Ça a l'air d'être gagnant, mais il faut quand même calculer B7. Et là, on est aux portes parce qu'il a 2 pions passés, dame B4. On est aux portes du gain, mais on a un tout petit peu les chocottes à ce moment-là. Roi A7, il faut encore être sérieux. Le coup D7 ne fonctionnait pas. Je jouais dame D6 très simplement. Et là, je contrôlais les 2 pions. Sur roi A7, il y a dame prend D7. Donc, il a préféré jouer roi A7. Et c'est là que j'ai joué le très précis dame A3, qui permet maintenant, sur roi B8 et sur roi B6, de prendre ce pion-là et d'envoyer ce pion-là à dame. Ça va maintenant gagner. Et c'est l'abandon de l'adversaire sur ce coup-là qui perd son pion. Ça a été très long encore, cette partie. Franchement, plutôt bien menée avec les noirs. Quelques petites imprécisions, j'en ai parlé. Un bon ensemble, mais qu'est-ce que c'est dur de gagner une partie d'échecs avec les noirs. On a vu que si à un moment l'adversaire ne bougeait pas, c'était dur de percer le coffre-fort. Heureusement que j'ai utilisé la technique
qui me faisaient aussi perdre. Je me rappelle de tournois particulièrement contre des grands maîtres bulgares, Inkiov et Velikov, qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune. Ces deux joueurs me faisaient beaucoup de mal quand j'étais à peu près 2200 Elo. Et ils me travaillaient comme ça dans des positions des fois égales. Ils étaient plus techniques. Et fort de cette expérience, mine de rien, j'ai réussi à chatouiller les pions de mon adversaire, provoquer des affaiblissements et gagner une position qui était annoncée égale 0-0 pour un ordinateur. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais quand même faire le petit débrief pour voir un regard objectif avec le module chess.com. On va voir la note qu'il attribue aux deux joueurs avant de se quitter. Partie très satisfaisante, comme nous le montre le graphe ici, on voit que je fais 96,2 de précision. Mon adversaire fait une partie très correcte avec 89,3. Alors on sait que ce n'est pas forcément hyper fiable, c'est-à-dire que c'est un peu surnoté ce 96,2 compte tenu de la partie qui démarrait normalement de manière très agressive, mais qui, avec l'échange de dames rapide et le choix de variante de mon adversaire plutôt modeste, ça amène forcément des parties correctes des deux joueurs. Maintenant, on a vu quelque chose de très intéressant pour vous, c'est le fait de faire évoluer les structures de pions adverses pour avoir des cibles quand une position est un petit peu bloquée, quand les dames ne sont pas sur l'échiquier, quand il y a eu des échanges de pièces, bref, quand on arrive en pré-finale ou finale. C'est vraiment intéressant l'idée de faire avancer les pions adverses pour qu'ils deviennent des cibles et évidemment, en termes d'activité des pièces, de garder les meilleures pièces. C'est vraiment ce que l'on peut retenir de cette partie. Et pour finir, en ronde 2, je vais être opposé à un jeune espoir français, Lilio Contier, qui est proche de 2080 Elo. Et je pense que j'ai véritablement fait une erreur après m'être laissé griser par cette victoire. J'ai fini assez tard avec une ronde qui démarrait à 16h. J'ai joué 4h30 à peu près. J'ai fini vers 20h30. Et la particularité de Rochefort, c'est qu'il y a une ronde 2 et ronde 3 le même jour, dès le lendemain de cette première ronde. Donc dès le dimanche. Alors que j'avais déjà une journée du samedi dantesque. Il aurait peut-être été plus pro de ma part de prendre un bye. Je ne sais pas si vous êtes au courant particulièrement de cette règle. Prendre un bye, c'est que vous avez un demi-point offert directement et vous ne venez pas jouer nécessairement la partie. Je pense que c'est ce que j'aurais dû faire plutôt que d'aller jouer au matin la partie contre Lilio Contier. Et on verra ce que cette partie a donné prochainement sur la chaîne Pro Evolution Échecs. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à aller visiter ma plateforme de cours en ligne si vous avez envie de faire des progrès sur les différents sujets échiquiens avec moi. À bientôt.